Attendez. Bonjour, je voudrais d'abord remercier chaleureusement la ministre pour avoir pris de son temps pour introduire cette nouvelle session de l'école du management des ressources humaines. Je voudrais vous dire aussi tout le plaisir que j'ai de participer pour la première fois à vos échanges, que je sais intéressants sur le fond comme sur la forme. Et à cet égard, je crois que ce qui est marquant et la première indication que je voulais vous donner, c'est le succès des échanges que nous avons, le nombre très élevé de participation, d'inscription. Je crois que là, nous avons battu tous les records, et le fait que nous puissions avoir ces échanges sous ce format webinaire depuis le printemps, et l'utilisation des outils numériques que nous faisons montre que, en dépit de ce contexte difficile et incertain, nous y reviendrons, qui est celui que nous vivons depuis le mois de mars, nous savons précisément faire évoluer nos pratiques en nous appuyant sur des outils et des procédures innovantes pour non seulement continuer de travailler à assurer la continuité de nos services publics, mais aussi et surtout aller plus loin vers l'innovation et la capacité de réflexion, et je crois que c'est un élément essentiel. L'idée, c'est de dire que cette période d'incertitude que nous vivons, et qui n'est pas nouvelle, même si elle est massive par son ampleur et par sa durée, peut être aussi, comme la ministre le disait, une source d'opportunité. Comment peut-on faire pour, plutôt que de subir, essayer de réfléchir à ce que peut nous apporter, ce que nous pouvons tirer d'un contexte de travail qui est résolument différent, nouveau, par, encore une fois, la durée dans laquelle il s'inscrit et les impacts qu'il peut avoir sur nos modes de vie professionnels. Je crois que dans ce contexte-là, le premier enjeu que l'on peut identifier, et celui sur lequel je pense que vous allez pouvoir développer vos réflexions dans les minutes à venir, c'est celui du rôle central du cadre dirigeant et plus généralement de l'encadrement intermédiaire. Parce que le climat d'incertitude, lorsqu'on est confronté à un climat, un contexte d'incertitude, eh bien, ce qui a tendance à se fragiliser d'abord, c'est la perte de sens. Le fait qu'on ne sait pas quand on sortira de cette crise, comment on en sortira, comment on peut se projeter sur l'avenir, et comment les projets que l'on mène peuvent ou pas être impactés par ce qui les déstabilise aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, si on n'a pas des cadres dirigeants et des cadres intermédiaires qui sont capables de prendre en charge ces questionnements, de les assumer, de donner du sens, de redonner le collectif de travail, et encore ce de manière encore plus forte du fait même de l'existence du travail à distance, eh bien tout le collectif s'en trouve fragilisé. Donc pèse sur les encadrants à tous les niveaux une sorte de responsabilité nouvelle qui nécessite qu'on les accompagne et qu'on les aide à renforcer leurs méthodes et leurs pratiques managériales dans ce cadre-là. Donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel que nous avons bien identifié à la DGFP, et sur lequel nous travaillons, à la fois en essayant de donner aux managers de proximité des outils d'accompagnement pour répondre à cette demande qui s'exprime de leur part et à tous les niveaux, pour leur permettre de mieux identifier leur propre style managérial, de mieux l'adapter ensuite au contexte général, mais aussi au contexte, je dirais, de travail dans lequel ils s'inscrivent. Et nous allons renforcer et diversifier notre offre en la matière, dont je sais qu'elle est, je crois, utile pour les administrations de l'État, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Le deuxième élément, c'est la capacité d'accompagner aussi sur les procédures, les processus d'organisation et de fonctionnement collectif.
Alors, on a évidemment beaucoup investi sur le télétravail ces derniers mois. Vous savez que nous avons produit en lien avec la DITP un kit du télétravail qui permet de formaliser les bonnes pratiques, les règles de fonctionnement souhaitables. On a un guide du télétravail qui est aussi en cours de finalisation à la DGFP qui, lui, s'adresse plus particulièrement aux responsables RH, de manière à, là aussi, à les aider à identifier les sources de fragilité de cette nouvelle méthode de travail. Il y en a, elles sont réelles, hein, les DRH nous le disent, le télétravail poussé à des taux importants, à 5 jours par semaine, comme c'est ce qui a été demandé depuis le mois d'octobre aux agents publics, doit être surveillé, je dirais, et doit donner lieu à un renforcement du management et non pas à un éloignement. D'autant qu'on sait bien que cette façon de travailler peut provoquer des incertitudes, un mal-être aussi de la part d'un certain nombre de personnels qu'il appartient au manager de savoir identifier et auquel il peut contribuer par sa présence et par le déploiement de ses compétences managériales à réduire ou à contenir. Donc ça, c'est l'accompagnement, je dirais, plus collectif, non plus du manager lui-même, mais du manager dans la gestion de ses équipes. Troisième élément, la ministre l'a évoqué et je pense que c'est un sujet majeur, c'est le dialogue social. Mais ça n'est pas juste pour dire que c'est important de faire du dialogue social. Je crois vraiment que les partenaires sociaux, les organisations syndicales sont des relais indispensables pour nous aider à créer de la confiance et un peu de sérénité et à diffuser de la sérénité dans nos administrations, dans nos institutions, dans ces périodes un peu mouvementées. Ça suppose de renforcer plus que jamais le dialogue social dans ces périodes-là, et ce que fait la ministre toutes les semaines avec les organisations syndicales pour leur parler de la façon dont la gestion de la crise évolue, de la façon dont on s'adapte au fur et à mesure aux données sanitaires qui nous sont transmises, même si on ne sait pas encore toujours, et on ne peut pas toujours le savoir, d'une semaine à l'autre, comment les choses vont évoluer, même si on fait des projections dont on n'est pas sûr qu'on arrive à les tenir parce que le virus vit sa vie et qu'on ne lit pas dans la boule de cristal, mais c'est quand même très apprécié des représentants des personnels comme étant un moyen pour eux de les aider à savoir où on va, de leur dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Ça, c'est majeur aussi pour créer de la confiance. Et aussi parce que les partenaires sociaux sont des relais indispensables et très précieux auprès des personnels de nos politiques publiques, de la façon dont on pilote les choses. Et du coup, ils nous aident. Ce sont vraiment, vraiment des partenaires et je crois que c'est très important d'insister sur le rôle du dialogue social dans ces moments-là. J'en profite pour indiquer que nous préparons, que la ministre pilote la préparation d'une ordonnance sur le développement de la négociation collective dans la fonction publique et que ce sera un vecteur fort et très innovant de rénovation justement du dialogue social dans nos administrations. Un autre élément qui mérite d'être mis en avant, c'est bien évidemment tout ce qu'on doit faire dans ces périodes-là pour favoriser la prévention pour la sécurité et la santé au travail. J'ai parlé tout à l'heure de la fragilité d'un certain nombre d'agents dont on nous fait remonter les difficultés individuelles, l'attention que l'on doit porter à nos actions de prévention et nos mesures en faveur de la santé et de la sécurité au travail se trouvent bien sûr radicalement confortées par le contexte de la crise sanitaire et l'impact qu'elle peut avoir sur les individus en tant que tels. Dans ce cadre, je signale d'ailleurs, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent, et d'ailleurs certains et certaines qui vont participer ensuite aux échanges
les ont pilotés. Les ministères ont mis en place des cellules d'écoute téléphonique et d'accompagnement psychologique à l'attention de leurs agents. Ils les ont déployés, la quasi-totalité des ministères les ont déployés. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, même si ça existait déjà dans un certain nombre de missions, je dirais, particulières. Là, il y a eu vraiment un effort qui a été fait par l'ensemble des ministères et je crois qu'il faut les saluer pour s'adapter aussi au titre de ces outils-là à ce nouveau contexte et donner là aussi au personnel un lieu d'écoute, un lieu d'appui et un lieu qui leur permet d'exprimer leurs craintes, leurs incertitudes et du coup de les aider, en tout cas nous l'espérons, à traverser ces moments difficiles. Enfin, le dernier élément sur lequel je crois important d'insister et qui est là aussi qui fait partie de nos objectifs à court et moyen terme, c'est que l'incertitude doit nous conduire à développer, et ce n'est pas un paradoxe, notre capacité à anticiper et accessoirement à innover. C'est précisément dans les moments où on ne sait pas très bien de quoi demain va être fait qu'il est important de prévoir l'après-demain et qu'il est important de fixer des lignes directrices, de tracer des pistes autour desquelles se construit précisément le sens que l'on veut donner à notre action et capacité d'anticipation d'ailleurs dont l'administration n'est pas toujours, ne sait pas toujours suffisamment s'emparer et c'est dommage, mais je crois que c'est vraiment lutter contre l'incertitude, c'est aussi avoir cette capacité à anticiper, à se projeter dans l'avenir sur le temps long, précisément pour dépasser le temps court qui est celui de l'incertitude. Et cette capacité à anticiper doit aussi être une capacité à innover. Et sur ce sujet-là, vous savez que nous travaillons depuis déjà plusieurs années, depuis 2007, à la mise en œuvre d'actions innovantes dans la fonction publique que nous finançons à travers un fonds d'innovation et des appels à projets, un fonds d'innovation qui est doté chaque année d'1 million d'euros et duquel nous tirons toute une série de bonnes et de nouvelles pratiques initiées tant au niveau central qu'au niveau local et qui nourriront aussi les orientations à venir. Voilà quelques-unes des pistes que l'on peut tracer à titre liminaire, mais je sais qu'après moi interviennent des personnes qui ont, je dirais, beaucoup plus réfléchi encore à toutes ces questions et que j'écouterai alors soit directement, soit dont j'aurai le retour lorsque cette réunion sera terminée avec grand intérêt. Et je souhaite évidemment, c'est ce à quoi nous nous attachons, que nous puissions le mieux possible tirer les conséquences de ces échanges que nous avons et en déduire des orientations nouvelles sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour l'avenir. Donc merci beaucoup à vous qui organisez ces échanges, à ceux qui vont intervenir et que nous écouterons avec la plus grande attention.